Et j'ai le plaisir maintenant d'appeler pour notre prochaine table ronde Fatou Ndiaye. Fatou Ndiaye, une femme aux 1000 vies, experte aux Nations Unies, on peut l'applaudir. Conférencière, entrepreneuse dans l'âme, engagée, mannequin, globe-trotteuse, est-ce que j'en oublie sûrement? D'une enfance populaire dans la grisaille parisienne à une véritable vie de magazine sous le soleil australien à 30 ans. Alors vous êtes aujourd'hui la fondatrice et la CEO de The Wonders, un collectif de femmes à impact et un accélérateur de l'entrepreneuriat féminin. Les présentations sont faites et c'est à vous maintenant de présenter vos prochains intervenants, chère Fatou. Bonjour. Ravie, Fatou Ndiaye. Je suis en effet fondatrice de The Wonders, mais ce n'est pas mon job actuel. Aujourd'hui, je suis la fondatrice et CEO d'Equity Nation, qui est un cabinet de conseil dédié à comment créer des cultures équitables. Et bien, ça tombe bien, c'est le sujet du jour, les cultures inclusives dans les entreprises. Et pour discuter de ce sujet, j'ai la chance d'être en compagnie de plusieurs personnes. Je vais commencer par appeler avec moi Leslie Dehan, qui est directrice RH de KPMG, Laurent Degré, qui est vice-président et directeur général de Hewlett-Packard Europe, et Mariam Katab, DG de Mosaïque RH. Je devrais avoir avec moi également Gilles Vermeau-Desroches. Est-il là? Peut-être pas, ou peut-être qu'il arrivera. En tout cas, nous, on s'installe. Ok, parfait. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, à savoir comment est-ce qu'on crée des cultures inclusives au sein des entreprises. On le sait, aujourd'hui, les salariés dans les entreprises sont très sensibles à ces sujets-là. Malheureusement, 74% d'entre eux estiment que les engagements diversité et inclusion de leurs entreprises restent avant tout un axe de communication. Mais on a de la chance aujourd'hui, on a parmi nous des personnes qui font de l'inclusion et de la culture inclusive quelque chose qui est bien plus qu'un axe de communication. On va commencer avec vous, Leslie. Leslie, dites-moi, qu'est-ce que c'est que pour vous une culture inclusive et comment est-ce que vous l'incarnez au sein de KPMG? Alors au sein de KPMG, la culture inclusive, ça veut dire instaurer un environnement où chacun, chacune peut être soi-même et se sent respecté et reconnu pour sa ou ses singularités, tout en contribuant bien sûr à la performance collective. Et cette culture, elle est ancrée dans des valeurs fortes de l'équité, du respect, de la bienveillance. Mais surtout, elle est partie intégrante de la stratégie de l'entreprise. Pour nous, l'inclusion et la diversité, c'est un levier stratégique de performance durable, d'attractivité des talents, mais aussi d'innovation. Et concrètement, on essaie d'ancrer, je dirais, une culture managériale qui va favoriser la collaboration, la créativité, l'autonomie dans un cadre de confiance qui est bienveillant et surtout respectueux des différences. Merci pour cette belle définition et surtout pour comment vous l'incarnez au sein de KPMG. Si on élève un petit peu le regard, moi j'aimerais demander à Mariam, qui a récemment fait une étude du SPF 120, est-ce que vous pourriez nous parler de cette étude et surtout, quelle réalité montre cette étude? Oui, il y a un sujet qui est en effet fondamental dans les politiques diversité et inclusion, selon moi, c'est la question de l'incarnation au plus haut niveau. Et ce qu'on a voulu savoir il y a déjà 3 ans maintenant, à travers la première édition de notre étude, c'est est-ce que la France était capable de produire des dirigeants qui sont à l'image de la société. Et donc, on a passé en revue plus de 3000 profils sur un périmètre SBF 120. Donc, regardons les entreprises à dire les plus grosses en France. On a été regarder les conseils d'administration, on a été regarder les comités exécutifs et on s'est posé la question, voilà, est-ce qu'il y avait une représentation de la diversité ethnoculturelle? Qu'est-ce que ça veut dire la diversité ethnoculturelle? Ça veut dire une personne qui est non blanche, une personne qui en même temps porte un patronyme on va dire d'origine extra-européenne, et une personne qui a une nationalité, soit française, soit nationalité hors Union européenne. Donc on a essayé de croiser ces 3 critères pour définir si oui ou non il y avait en gros des personnes qui sont de nationalité française, qui sont issues de l'immigration extra-européenne
et non blanches parmi nos dirigeants du SBF 120 dans les conseils d'administration au COMEX. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, sur 3159 profils passés en revue, nous avons trouvé 2,5% de diversité ethnoculturelle de nationalité française. Voilà, un petit peu plus quand on rajoute les nationalités étrangères. Donc là, on arrive à un taux moyen de 6%, mais vraiment, quand on regarde uniquement les personnes qui ont grandi en France, qui ont fait des études en France, mais qui sont de parents issus de l'immigration, on en trouve très très peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, on a encore un sujet d'avoir dans des sphères de pouvoir, dans les instances de direction de nos entreprises, là où quand même se définissent les politiques dans les entreprises, et notamment les politiques de recrutement, les politiques RH, on a encore peu de représentation de la diversité des origines. Voilà, donc ça, c'est un sujet. Pourquoi je terminerai là-dessus. C'est un sujet parce que, en fait, il y a aussi une question, alors je vous l'ai dit, d'incarnation, mais aussi de cohérence quand on a une politique qui est affichée, des engagements affichés. Tout de suite, les collaborateurs et les candidats qui regardent l'entreprise de l'extérieur se posent aussi la question de, voilà, est-ce qu'il y a une cohérence entre ce qui est dit et bien la réalité dans l'entreprise, à commencer par les dirigeants et par les instances dirigeantes. Voilà, je m'arrête là. Je pense que j'aurai d'autres choses à rajouter tout à l'heure. Merci beaucoup. En effet, on en parle beaucoup de la représentation au niveau des hauts leaders. Et sur le sujet de l'égalité femmes-hommes, on a de la chance. On a une loi qui s'appelle la loi Rexin, qui doit être mise en place à partir de mars 2026 et qui oblige les entreprises de plus de 1000 collaborateurs à avoir 40% de femmes dans leur CODIR COMEX d'ici 2028. Donc, ça va aider, je pense, à faire avancer le sujet de la diversité de genre. Mais malheureusement, sur la diversité ethno-culturelle, on n'y est pas encore et pour l'instant, on n'a pas encore de vrai programme en place pour aider à faire avancer ce sujet-là. Si on revient à ce sujet d'incarnation, moi j'aime beaucoup ce sujet et j'aimerais en parler avec vous, Laurent. Comment est-ce que ce sujet d'incarner ce leadership et surtout ce leadership inclusif, comment est-ce que c'est mis en place au sein de Hewlett-Packard, sachant que vous êtes vous-même directeur au sein de cette entreprise? Alors, j'ai déjà une chance, moi, si je parle de Hewlett-Packard, l'entreprise, c'est que je suis, parce que je suis fondamentalement convaincu que ça passe par ça. On a parlé des aspects réglementaires, mais ça doit être dans l'ADN de l'entreprise. Moi, mon COMEX au niveau mondial, puisque je suis le patron de la filiale française, il y a 9 personnes sur 10 qui ne sont pas américaines. Il y a 50% de femmes. Et c'est déjà quelque chose qui est important parce qu'ils viennent d'horizons différents, de nationalités différentes, et ça contribue à la création de valeur. Donc c'est déjà dans l'ADN de la boîte. C'est quand même bien, c'est un bon départ. Après, moi, sur la France, c'est de la même manière, l'incarnation, elle est critique, mais elle est critique à partir du moment où on ne se force pas. Ce que je veux dire par là, et c'est vraiment la discussion que moi j'ai avec mes équipes, moi je suis un chef d'entreprise, alors je vais être un peu provocateur, mais l'inclusion ne doit pas être une finalité, quelque part. Moi je suis un chef d'entreprise, j'ai un problème pour recruter des gens, on a des problèmes de compétences pour aller chercher les bons talents, les bonnes ressources. C'est compliqué et notre problématique, c'est d'aller les chercher partout. Et bien évidemment dans des quartiers défavorisés, à l'étranger. Et qu'est-ce qu'on va regarder? Des compétences, des valeurs, de l'engagement. On ne va pas regarder d'où tu viens. En tout cas, on va essayer, parce qu'il y a toujours des biais. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Mais c'est quelque chose qui est dans l'ADN parce qu'on se doit d'aller chercher les meilleurs avec les valeurs qui rentrent en résonance avec l'entreprise. Donc nous, en France, moi je suis très fier, moi mon COMEX, c'est 50% de femmes. Et je le dis, je n'ai pas recruté des femmes parce que c'était des femmes. J'ai recruté des femmes parce que c'était compétentes, avec les bons backgrounds et les bonnes valeurs. Et ça, c'est important pour nous. Et nous, on a ça dans notre ADN aussi en France parce qu'on va chercher les bons talents par rapport à ces contraintes. Donc l'inclusion, elle est naturelle. Elle doit être naturelle. Et je pense qu'en termes d'incarnation, la première chose, c'est d'être certain que son COMEX, ses lignes de management, en tout cas, sont convaincus de. Parce que l'inclusion, ça ne se décrète pas.
Ça ne marche pas comme ça. Il y a du réglementaire, mais ça ne se crée pas en se décrétant et en le forçant. Il faut mettre des mécanismes. Il faut appuyer sur certains mécanismes pour déclencher des choses, mais il faut que ça soit dans l'ADN. Pour que ça soit dans l'ADN, il faut revenir à des choses très simples. On veut des compétences, on veut des valeurs, on veut de l'engagement, on veut de la création de valeur. Et il n'y a plus besoin de démontrer maintenant, c'est déjà une bonne nouvelle, que la diversité, quelle qu'elle soit, elle est créatrice de valeur et de richesse. C'est tout. Une fois que tout le monde est convaincu de ça, après, on met de la mécanique en place. Mais mettre de la mécanique pour mettre de la mécanique et s'appuyer sur le réglementaire pour le réglementaire, ça ne va pas très loin. Voilà. D'accord avec vous, je pense qu'il y a un vrai enjeu à changer la culture. Et en effet, pour changer la culture, il faut que ce soit vraiment incarné de haut en bas et de bas en haut. Pour continuer sur ce sujet-là, j'aimerais bien échanger avec vous, Gilles, notamment sur ce collectif que vous présidez, le collectif des entreprises pour une économie plus inclusive. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que ce collectif? Bonjour. Bonjour. Moi, je suis donc m'occupe d'impact chez Schneider Electric. Et il se trouve qu'un certain nombre de grandes entreprises, pas toutes, mais un certain nombre de grandes entreprises se sont réunies il y a à peu près 5 ans. Elles ont eu une empreinte mondiale et parfois beaucoup plus petite en France qu'ailleurs dans le monde, mais elles ont une particularité, c'est qu'elles sont nées en France. Et ces grandes entreprises, et particulièrement leurs patrons, on parlait d'incarnation tout à l'heure, se sont dit ensemble, il y en a 38, se sont dit, mais qu'est-ce que l'on fait dans notre chaîne de valeur pour être plus inclusif? Donc vous trouvez là-dedans l'ensemble des banques françaises, les fournisseurs d'énergie, Carrefour, AXA, etc. Vous pourrez regarder sur le site du collectif. Et quand je dis sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire se sont posés un certain nombre de questions. Je vais être dans l'ordre de la chaîne de valeur. Est-ce que dans nos achats, on a des attitudes pour être plus inclusif, par exemple avec des structures qui donnent du travail aux personnes en situation de handicap, ou par exemple avec des structures locales lorsqu'il est question d'acheter un certain nombre de biens, ou des structures de l'économie sociale et solidaire. Et donc ces entreprises ensemble ont fait le choix, en prenant une année de référence il y a 3 ans, puisque on a tous les 3 ans un indicateur, d'augmenter de 30% par rapport à ce qu'il était les achats dits inclusifs pour que les personnes qui travaillent ou qui sont obligées de travailler dans ces secteurs puissent travailler. Et je reviendrai après sur l'entreprise, mais on a aussi eu une réflexion qui est probablement loin de ce que l'on dit dans ces 2 jours, mais ça vaut le coup de la mentionner ici, qui était de dire, mais au fond, on apporte plein de services aux gens. Quel type de service on apporte aux gens qui sont précarisés économiquement pour plutôt les accompagner, accroître leur reste à vivre et qu'ils repartent plutôt que à ce moment-là être complexe. On va prendre un exemple, il y a Danone dans l'entreprise. Danone a travaillé avec l'aide sociale à l'enfance pour que les mamans qui partent avec un enfant de la maternité et qui sont suivies par l'aide sociale à l'enfance puissent acheter au prix du lait de vache le lait maternisé, parce qu'on sait très bien que pour les enfants, y compris pour leur santé, à 2, 3, 4, 5, 6 ans, c'est mieux d'avoir ce type de lait. Renault a fait une autre initiative, d'autres entreprises prennent d'autres initiatives. Schneider Electric, on accompagne les gens qui, en précarité énergétique, sont souvent en insécurité énergétique, etc. Et puis, à l'intérieur de l'entreprise, et c'est le sujet que l'on traite ici, comment nos entreprises se mobilisent pour être plus inclusives et l'être de manière systémique. Moi, je pense que sur ces sujets comme les autres, et vous l'avez montré, il faut mesurer. Parce que les bons sentiments, c'est déjà quelque chose. Amener un certain nombre de dirigeants à se dire qu'il faut faire ça, c'est important. Mais au fond, une fois qu'on l'a dit, en particulier pour embarquer, puis aussi pour bouger les lignes, il faut faire 2 choses, me semble-t-il. La première, c'est mesurer. Donc, on mesure dans ces entreprises-là le nombre de personnes qui, lorsqu'elles sont recrutées, quel que soit le type de contrat, on mesure ce qu'on peut mesurer suivant les pays. Moi, j'ai une entreprise qui est aux États-Unis. On ne mesure pas la même chose qu'en France, etc. En France, on mesure l'adresse des personnes, qu'elles soient dans le milieu rural ou qu'elles soient dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou à 300 mètres de ceux-ci. Et on s'est aperçu que le recrutement de ces entreprises, depuis qu'elles se mobilisent, est à 14% dans ces géographies. Et on a décidé de l'augmenter. Donc voilà, ce n'est pas la réponse à tous les sujets, mais c'est une réponse. Je vais finir par 2 sujets qui me paraissent clés. Le premier, vous savez, on parle de développement durable depuis 20 ans. Et le développement durable,
c'est une réflexion pour dire il faut mettre ensemble les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, et puis essayer de réfléchir tout à la fois. Eh ben, j'ai envie de dire sur le sujet qui nous tient aujourd'hui, lorsqu'il est question d'embauche, il faut faire pareil, parce que le problème, c'est qu'on embauche une personne par une personne, sans trop réfléchir à l'enjeu global de l'entreprise. Vous pouvez être dans une entreprise qui se dit, tiens, moi, le lien avec le territoire est important, l'engagement citoyen de l'entreprise est important, et donc avoir une réflexion globale sur le sujet. Mais si on n'emmène pas cette réflexion globale dans des indicateurs de recrutement et qu'à chaque fois le RH propose à son manager une personne qui lui paraît le plus ad hoc pour l'emploi, on n'est pas bien organisé sur ce sujet-là, donc il y a un premier sujet qui est là. Et puis sur le deuxième sujet, on n'est pas très loin de ce qui a pu se dire ici dans plein de colloques en France mardi dernier, lorsqu'il était question de la journée de l'emploi et de l'égalité professionnelle homme-femme. Il ne faut pas oublier qu'il y a un très grand lieu de discrimination, je vais utiliser ce mot-là aujourd'hui, qui est l'école et l'enseignement supérieur. Et que lorsqu'il est question, parce qu'on pourrait faire une autre étude, on pourrait se demander dans le SBF 120 combien de gens sont dirigeants et ne sortent pas de très grandes écoles. Mais comme dans ces très grandes écoles, oui. Mais comme dans ces très grandes écoles, il y a une certaine discrimination d'histoire, de classe, de culture, de géographie. Ça a une double conséquence dans un ricochet qu'il faut aussi prendre en compte. Donc c'est un travail qu'il faut savoir saisir dans le sujet qui est probablement le sujet clé de toute société, et particulièrement de la nôtre, qui est très quadrillé territorialement. C'est la question de l'enseignement supérieur, des études proposées à chacun, en particulier en ayant bien en tête que la France a besoin de tous ses talents, et qu'un talent qu'on n'amène pas à aller au plus loin de ce qu'il peut apporter, c'est d'abord dramatique pour la personne en question, pour sa communauté, mais ça l'est aussi pour la France. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette sur la table, sur l'intérêt objectif que l'on a d'aider chacun de ceux qui sont sur ce territoire à amener le meilleur de lui-même et de réfléchir cette question dès avant la fin des études supérieures. Merci beaucoup pour ce beau partage. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un vrai enjeu au niveau des études. Et ce n'est pas juste au niveau des études, c'est également au niveau des domaines. Notamment, on le voit dans la tech, le manque de femmes. Nous, avec la fresque de l'équité, donc il y a un atelier de sensibilisation qu'on a mené auprès de 100 entreprises. C'est un sujet qui est vraiment récurrent. Comment est-ce qu'on arrive notamment à avoir des femmes dans le milieu de la tech et qu'elles restent? Parce qu'une femme sur deux quitte la tech avant l'âge de 35 ans. Mais on a parlé d'un sujet qui m'intéresse, moi, c'est le sujet des actions concrètes. Qu'est-ce qui peut être mis en place et surtout, qu'est-ce qui a déjà été mis en place au sein de ces entreprises? Donc, Leslie, qu'est-ce que vous avez mis en place au sein de KPMG? Quelles sont les méthodes et les actions qui vous ont permis d'avoir une vraie inclusion? Alors, KPMG a été le premier cabinet à mettre en place un baromètre, le baromètre diversité-inclusion, qui mesure le sentiment d'inclusion dans l'entreprise avec un score au-dessus de 80%, mais il y avait évidemment des zones de progrès. Et donc, on s'est vraiment basé sur ça pour construire la politique d'inclusion et diversité qui aujourd'hui s'articule autour de 5 axes. Évidemment, l'égalité homme-femme. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est s'assurer de la mixité dans les décisions de recrutement, de promotion, c'est suivre la trajectoire de parité au sein des instances dirigeantes avec un objectif de 50% de promotion de femmes leaders. C'est former les équipes, par exemple au biais cognitif, proposer des programmes aussi pour les femmes comme Eve ou Émergence pour accompagner les femmes vers des postes de leaders. Bien sûr, le handicap. On a une mission handicap qui est dédiée avec des accords, du matériel adapté et des grosses actions aussi de sensibilisation pour s'assurer que les salariés en situation de handicap sont bien inclus dans l'entreprise. Égalité des chances, diversité sociale. Donc on collabore avec Mosaïque RH, les lycées de la réussite, où ce sont pratiquement, oui, c'est même plus de 3000 jeunes qui sont issus de quartiers prioritaires et qui sont accompagnés avec le soutien de nos collaborateurs. C'est plus de 2000 collaborateurs par année. LGBT+, bien sûr, puisque nous sommes signataires de la charte, l'autre cercle.
avec une core team qui est dédiée justement au sujet de sensibilisation et s'assurer aussi qu'on lutte contre les comportements discriminatoires. Et puis enfin, la qualité de vie en travail qui joue aussi un rôle dans les sujets d'inclusion-diversité, puisqu'on accompagne nos collaborateurs dans des moments, je dirais, clés de leur vie. Ça va être la semaine de 4 jours parentales payés 5 pour les jeunes parents. C'est l'aidance, les salariés aidants, les accompagner. On leur propose 30 jours rémunérés, du soutien administratif, psychologique et le sujet de la santé mentale qui est aussi clé. Voilà. Merci beaucoup, c'est vraiment des actions très concrètes. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est certaines de ces actions, ce sont les collaborateurs qui eux-mêmes les portent. Donc il y a un réel engagement de leur part et surtout, ça leur donne du sens en plus de leur métier au day-to-day, comme on dit. Merci. Et du côté de HPE, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les actions que vous avez réussi à mettre en place? Que vous auriez une ou deux actions concrètes à nous partager? Alors, on en a beaucoup qui sont différentes certainement, mais avec le même objectif. Mission handicap, viens voir mon taf. On mesure toujours le taux de personnes en situation de handicap. Typiquement, on est super fiers. Alors, je vais me faire un peu de pub, mais on est super fiers et en même temps, c'est pas assez. Mais on est on a un taux de personnes en situation de handicap qui est 2 fois supérieur à ce qui se fait dans notre industrie, par exemple. On a, et vous l'évoquiez, la contrainte des femmes en termes de diversité où c'est super compliqué. On s'aperçoit notamment, on a fait quelques études, que c'est quasiment dès le primaire que beaucoup de femmes vont s'orienter vers des métiers des sciences, du social, mais pas dans un métier d'ingénieur dans l'IT, dans la tech, dans les data centers, c'est pas leur truc. Alors on essaie de travailler là-dessus, mais on ne peut pas faire grand-chose, mais on mesure tout ça. On a 33% nous de femmes chez HPE en France. Moi, j'en suis super fier. Et puis en termes d'action, mais très simple, mais super importante, il y a 2 choses que je voulais souligner. La première, c'est que on mesure la sensibilité à la diversité chez tous nos employés. C'est-à-dire qu'on mesure, on a des métriques, mais on n'impose pas. Par contre, on regarde la sensibilité et on mesure comment ils perçoivent leur manager et le manager du manager en termes de sélection, en termes de recrutement et en termes de prise de conscience de ces aspects-là. Et ça donne des bons indicateurs parce que ça donne un peu la météo de les gens sont ouverts à ça ou pas. Donc quelque part, chaque manager est aussi mesuré là-dessus. Et puis, dernière chose, il y a des choses très simples comme les panels en termes d'entretien. On se force à avoir, dans un panel d'entretien, au moins une personne qui vient d'un quartier défavorisé ou qui est une femme, mais en tout cas avec un critère de diversité dans le panel. Et ça ne veut pas dire qu'on va recruter cette personne parce que, mais au moins on est sûr qu'on l'est dans le panel. Pourquoi? Parce que le biais, on parlait de biais cognitif, il y en a toujours, malheureusement, mais il y en aura toujours, je pense. Par contre, on est tous sous la pression, je dirais, du business, des contraintes externes. On a tous toujours tendance à aller rechercher des personnes, 1, qui nous ressemblent, 2, qui sont issues de filières qui ressemblent aux nôtres, ou en tout cas à celles de la maison. Et donc, naturellement, sous pression, on se referme. Donc, il faut forcer un peu le trait là-dessus. Et j'aimerais bien en savoir un peu plus, moi, sur comment est-ce que, une fois que vous avez eu les retours sur ces managers, notamment sur leur sensibilité à ces sujets-là, quelles sont les actions qui sont mises en place pour les accompagner s'ils sont un peu en dessous des attentes, ou qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a des sanctions? C'est vraiment terrible. Alors, sanction, c'est un bien gros mot, mais en tout cas, on regarde, on interroge et on resensibilise par rapport à ça, parce que c'est important. Encore une fois, je reviens aux fondamentaux de l'entreprise, création de richesse, création de valeur. Il faut que ça soit intégré. Il faut qu'on aille chercher les talents partout où ils sont. Dans les QPV, il y a des talents. Il faut juste leur donner le petit truc parfois, le petit code. Ils sont formés, ils sont compétents, il faut les chercher. Quelle que soit l'origine, quels que soient les aspects de diversité, il y a des talents partout. Notre métier, c'est d'aller les chercher. Donc on ne va pas punir, mais on va resensibiliser. Parce qu'encore une fois, c'est dans notre ADN. On est conscient que c'est critique et on préfère sensibiliser, éduquer, plutôt que d'imposer, on va dire, des choses. Et encore une fois, il faut mettre des accélérateurs et des métriques et des initiatives. On les fait porter principalement d'ailleurs par nos collaborateurs, parce que c'est encore plus efficace. Mais c'est sur la sensibilisation et l'intérêt aussi pour l'entreprise et son déploiement. Merci. On est dans une ère où malheureusement il y a des reculs en termes de diversité et inclusion, un peu moins de notre côté, mais un peu plus outre-Atlantique. Et on l'a bien vu récemment avec notre cher ami Trump. Ça a de l'impact chez nous, ça a de l'impact, notamment ça a fait reculer certaines entreprises sur ces sujets-là, même sur le territoire français. Autre
chose qui se passe en ce moment, c'est clairement le contexte économique, le contexte politique. Quand on voit tous ces contextes qui ne sont finalement pas favorables à l'inclusion, comment est-ce qu'on arrive à faire perdurer ces actions et à faire perdurer cette culture de l'inclusion dans les entreprises françaises? Leslie? Eh bien, je pense que le secret, et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire c'est ce qu'on fait chez KPMG, c'est qu'on place l'inclusion et la diversité au centre de la stratégie. Je l'ai dit, mais c'est un levier stratégique de performance durable, donc non négociable, y compris dans les périodes de crise et sous pression. Après, concrètement, ça veut dire quoi? Nous, en tout cas, on a choisi notamment de mettre en place des critères, des indicateurs pour monitorer la performance, notamment des dirigeants, mais aussi des impacts sur leur rémunération. Alors, on n'est pas dans la sanction, mais en tout cas, on est dans le plus, parce qu'il faut peut-être plus travailler sur la carotte que sur la sanction. L'incentive. Et voilà, l'incentive. J'ai parlé aussi d'excellence managériale. C'est notre moyen d'embarquer la communauté de managers pour favoriser finalement l'ouverture d'esprit et cette culture inclusive. Et beaucoup de communication interne, par exemple autour de la culture du speak-up. C'est pousser à ce que les gens n'hésitent pas à remonter des situations qui peuvent être discriminatoires, et ça favorise quand même clairement l'ouverture d'esprit. Merci beaucoup. Et de votre côté, Laurent, vous êtes une entreprise américaine. Oui, alors, mais encore une fois, c'est dans l'ADN, donc c'est pas un problème pour nous réellement. Alors, à partir du moment où on ne critique pas la politique américaine et qu'on fait pas trop de bruit, on continue parce qu'encore une fois, et de manière très simple, c'est dans la création de valeur, ça fait partie de l'entreprise. Donc, j'aurais tendance à dire, ça doit être un non-sujet et ça ne nous empêche pas d'être actifs, d'avancer, de communiquer, et on n'a aucune barrière là-dessus. Merci. J'ai une autre question pour vous concernant cette fois-ci les entreprises qui font beaucoup de communication mais peu d'action. Comment est-ce que, j'ai l'impression que vous allez avoir un œil assez critique pour nous dire quels sont les signaux faibles qu'on peut aller chercher chez les entreprises pour voir celles qui s'engagent vraiment versus celles qui disent qu'elles s'engagent? En tous les cas, on a un échec collectif en ce moment. Voilà 5-6 ans, l'apprentissage était passé de 300 000 à 1 million d'apprentis. Et on sait que pour un certain nombre de jeunes, l'apprentissage, c'est la capacité à la fois d'apprendre et d'avoir les moyens d'apprendre, pour ceux pour qui c'est nécessaire. C'est aussi parfois une voie qui est un peu différente que ce qu'on appelait la voie royale, dont on a vu tout à l'heure qu'elle n'était pas assez ouverte à la diversité, et que la voie de l'apprentissage peut y être, et que ça donne un pied dans l'entreprise, c'est très, très important. On commence à avoir les chiffres sur la réduction d'apprentis cette année, en cohérence avec la réduction du soutien de l'apprentissage par la puissance publique. Et à un moment donné, on peut séparer le privé et le public, mais il faut bien dire qu'il y a des logiques collectives. Moi, j'ai le sentiment, pour être rapide, que les 65 000 alternants de moins cette année, 65 000, ce n'est pas un petit chiffre, hein. 65 000, ils sont quasiment intégralement des quartiers de la géographie prioritaire de la politique de la ville. Ah, pourquoi? Parce que si on est honnête, quand on recrute, c'est vrai de chacun d'entre nous, on recrute plutôt les gens qu'on connaît, ou parce qu'on nous a proposé quelqu'un, ou parce qu'il est rapidement là. Justement, l'apprentissage, avec cette capacité d'ouvrir la porte un peu plus largement à des jeunes un peu plus loin de l'entreprise, y compris des jeunes à qui il faut peut-être apporter, parce que ce n'était pas le creuset familial qui l'apportait, la connaissance de l'entreprise, etc. etc. Moi, je stipule que cette réduction du soutien de l'apprentissage par la puissance publique, c'est un très gros accroc à la politique de la ville de la France. Et que s'il faut qu'elle y réfléchisse, il ne faut pas tant y réfléchir sur l'idée qu'on soutient les entreprises, c'est l'idée qu'on soutient le chemin pour que des jeunes qui sont plus loin de l'entreprise, pour plein de raisons dont ils ne sont pas responsables, puissent mettre un pied dans l'entreprise et que ça se passe bien. Et ça se passait très bien. Donc on voit bien que c'est un sujet complexe. Moi, il y a un deuxième sujet qui me paraît complexe, c'est que pour porter ces sujets depuis longtemps, c'est vrai que les valeurs qu'on croit inamovibles sont très volatiles. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Au lendemain du Covid, les entreprises ont dû beaucoup recruter. Je rappelle qu'au début du Covid, on a parlé de la génération sacrifiée, de tous ces jeunes qui étaient les premiers parce qu'ils avaient un CDD, parce que leur contrat était moins cadre, les premiers
à avoir perdu l'emploi dans cette période compliquée. Il fallait bien que les entreprises tiennent. N'empêche que c'est les jeunes qui ont fait des frais à ce moment-là. Puis peu de temps après, il y a eu une surchauffe sur l'emploi, comme ça avait été déjà le cas en 2017-18. Et alors à ce moment-là, on a beaucoup de valeurs qui sont exprimées sur on est très inclusif, on sait qu'il faut recruter tout le monde, on sait que les quartiers, c'est à peu près 15% des jeunes Français. Donc on va faire des efforts, etc., etc. Et c'est vrai que quand on arrive, je ne suis pas sûr que Trump ait un grand effet sur les entreprises qui sont en France, ou en tous les cas la partie française des entreprises. Mais la question économique a un grand effet, c'est vrai. Et que dans cette question économique, dans laquelle on est là, je trouve que c'est vrai que ces valeurs qu'on croit inamovibles, qui ont été exprimées, sont un peu moins visibles et moins attendues. Et donc, je reviens au propos de tout à l'heure, c'est là qu'il faut être capable d'écrire et de se projeter sur le moyen terme. De rappeler que chaque recrutement, chaque engagement fait partie d'une feuille de route qui peut être accélérée ou ralentie, mais la feuille de route existe. Quand une entreprise ne navigue pas simplement suivant le vent quand il arrive et qui gonfle la voile, mais à d'autres moments aussi a des engagements de moyen terme. Et c'est peut-être ça qu'il faut vérifier. C'est la capacité d'une entreprise sur ces sujets-là à préciser des engagements de moyen terme. C'est vrai à la fois sur la question de l'égalité professionnelle homme-femme et à la fois sur l'ensemble des autres questions de diversité. Par exemple, une entreprise qui découvre que les femmes sont payées 80% sont payées à 80% là où les hommes sont à 100%, c'est probable qu'elle ne peut pas en une année faire que tout le monde soit payé de la même manière. C'est probable. Ce qui compte à ce moment-là, c'est qu'elle prenne l'engagement qu'à 5 ans, il y ait l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, cette vision d'être capable de dire à moyen terme on veut être là, est celle qui accepte qu'on n'y est pas tout de suite, mais qu'on sait qu'on est dans un plan de progrès. Et ben, je crois que c'est vrai pour l'ensemble des sujets qu'on pourrait traiter. Vous avez beaucoup parlé, Leslie, de la question de l'handicap. On en a parlé d'autres sujets. Ben, je pense que sur la question de l'origine des personnes qui travaillent dans l'entreprise, on doit pouvoir dire on a des plans de progrès. Ils doivent nous amener à ce cap-là et on les adapte suivant la réalité économique parce que jamais une entreprise, celle qui dit mes engagements n'ont pas changé alors que la réalité économique a changé, c'est peut-être une autre manière de s'apercevoir que les engagements ne sont pas si chiffrés que ça. Parce que l'entreprise doit déjà s'occuper de sa survie à court terme pour être sûre d'être utile à moyen terme, y compris pour l'emploi. Et donc, je pense qu'il faut regarder la vision moyen terme d'une entreprise, sa capacité de chiffrer ses engagements, tout est chiffrable, y compris légalement. Tout, c'est de trouver les moyens de le faire, mais Donc, il faut avoir des KPI très clairs. Il faut être clair et puis avoir des engagements clairs. Il y a aussi des structures associatives qui sont... c'est une question de chiffres et de narratif. Je vais prendre 2 exemples. Un exemple très court. Très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de Avec temps. le collectif, qu'est-ce qu'on fait? Avec des structures associatives avec qui on est proche, on fait ce qu'on appelle du mentorat inversé. Ça dure 1 heure. On embarque tous les comités exécutifs des entreprises membres du collectif. Alors, ils disent oh, ça prend beaucoup de temps. Non, 1 heure, mes amis. Et alors, à ce moment-là, on fait des rendez-vous one-to-one avec un dirigeant et un jeune de la mission locale, de l'association Sans Chance, Sans Emploi, de Télémac ou d'ailleurs. Le jeune se raconte pendant 20 minutes. Et pendant 20 minutes, on inverse le dirigeant d'entreprise, le patron de Schneider l'a fait il y a 1 mois, qui a écouté le jeune, j'allais dire endosse la personnalité du jeune, et c'est le jeune qui est le recruteur. Et comme ça, il comprend comment l'autre va parler de lui, et probablement différemment que lui a parlé de lui-même. Et les deux apprennent beaucoup dans cet entretien qui est assez court, puis après on débriefe tous ensemble. Et ben, ce type d'élément, c'est plutôt du côté du narratif pour changer le mindset et sortir de cet entretien en disant « Ah ouais, j'ai pas perdu 1 heure en fait ». Et donc ça, c'est un truc que le collectif met en œuvre dans tous les comités de direction avec lesquels il travaille. Si vous êtes dans une boîte ici qui n'est pas membre du collectif, on peut tout à fait le mettre en œuvre avec vous. C'est sous l'autorité de 2 présidents, Catherine MacGregor d'Engie et Olivier Girard de Accenture. Merci beaucoup. Dernière question, il y a un mot que vous avez dit qui, moi, me parle beaucoup, c'est le mot mindset, état d'esprit. Je crois vraiment qu'on ne peut pas changer une culture d'entreprise
si on ne change pas le mindset des personnes qui travaillent dans cette entreprise. Et donc, une de mes casquettes, c'est d'être Chief Audacity Officer. Donc, je transmets l'audace aux top leaders, aux managers, et ensuite, je fais en sorte que cette audace soit contagieuse et se dissémine dans les équipes. Parce que si on sait qu'on doit changer, mais qu'on n'ose pas passer à l'action, on ne changera pas. Donc, pour moi, ça, c'est une action qui peut avoir de l'impact dans les entreprises. Dernière question pour les 4. Si vous aviez une action simple, mais radicalement impactante à mettre en place, ça serait laquelle? En moins d'1 minute, la réponse. Leslie, vous voulez commencer? Allez, je commence par une réponse pas politiquement correcte. Je pense que je commencerai par, d'un coup de baguette magique, revoir complètement le COMEX pour avoir une vraie diversité à la tête de l'entreprise. Parce que je suis convaincue que clairement, c'est tone at the top. Et puis, encore une fois, comme l'a dit Mariam, ça donne envie aux jeunes. Ça prouve que dans les faits, on fait ce qu'on dit. J'adore. Merci. Moi, je ne changerai pas mon COMEX parce qu'il est très bien. Mais je ferai ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire c'est aussi de comprendre qu'on a plein de belles initiatives, on a ça dans l'ADN. Moi, je suis très fier de l'équipe et puis de nos métriques, c'est jamais assez, mais on se fait aider et puis on travaille avec des partenaires parce qu'on n'a pas la science infuse. Donc, on travaille avec nos partenaires habituels et on s'est engagé sur 100 000 emplois inclusifs avec Mosaïque RH notamment. Ils vont nous auditer et puis on va se faire challenger. Et puis c'est bon, c'est aussi ça la diversité, c'est aussi ça la création de richesse, quoi. Travailler en collectif et en collaboration avec des personnes qui nous apportent de la valeur. Merci. Moi, je vais parler de se fixer des objectifs parce que ça peut paraître simple, mais honnêtement, sur certains sujets, c'est vraiment audacieux de se dire eh bien, moi, cette année, sur mes X recrutements, j'aimerais bien qu'on puisse atteindre X%, voilà, par exemple, sur l'alternance de jeunes qui sont issus des quartiers politiques de la ville ou de la ruralité. Voilà. Et ça paraît simple comme ça, mais je vous assure que ce n'est pas évident parce que voilà, derrière, je parle de l'alternance, mais je pense qu'on peut se fixer des objectifs sur plein de sujets à partir du moment où, en effet, on a de la mesure, on a des KPI. Mais d'amener cette culture, on se fixe des objectifs sur plein d'autres sujets. Voilà, on a des KPI, des tableaux de bord financiers dans tous les sens sur plein de sujets. Oui, tout le monde en a, je pense. Hein. Donc, on pilote la performance financière. Eh bien, je pense qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on peut aussi se piloter et se fixer des objectifs qui peuvent amener une autre forme de richesse. Voilà. Donc, je pense que l'audace, elle peut être aussi pour des équipes dirigeantes d'aller vers ce type d'objectifs. Objectif avec le financement qui va avec. Oui, parce qu'il faut les moyens. Mesdames et messieurs, c'est vrai que souvent, on rencontre des directeurs, directrices diversité, des DRH qui adoreraient faire plein de choses, qui ont des idées extra. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas les moyens humains et financiers, les deux, eh bien, c'est compliqué. Et donc, comme disait Gilles, on est dans un moment où eh bien, on est tous challengés collectivement. Soit on se replie, soit on continue d'agir. Et pour ça, il faut des moyens. Il faut des moyens. C'est un sujet, là, on parle de bien-être au travail aussi, hein, ça recoupe le sujet du bien-être au travail. Donc, si on veut avoir des sociétés où les gens se sentent bien, où les gens trouvent plaisir à venir travailler, à créer de la richesse, eh bien, voilà, il faut aussi mettre les moyens pour ça. Tout à fait, ce n'est pas un coût, c'est vraiment un investissement avec un ROI. C'est un investissement, comme le disait Laurent. Investissement dans le capital humain. Ça a pris une longue minute. Hein. Oui, souvent. Moi, je partage ce qui vient d'être dit. Je dirais quelque chose d'assez différent, assez romantique. Au fond, chacun d'entre nous ici, on est dans des cercles, y compris d'amis, qui ne sont pas si divers que ça. Si chacun d'entre nous regarde qui il a eu à la maison, avec qui il a passé du temps, avec qui... L'entreprise est un vrai lieu obligé de diversité. Beaucoup plus que la société. Et ben moi, je susciterai des rencontres. Parce que ce n'est pas parce que l'entreprise est un lieu de diversité que les rencontres ont lieu entre les différents acteurs de l'entreprise et entre etc. Mais
puisque la plupart des boîtes qui s'intéressent sur ces sujets-là sont aussi des boîtes qui ont une dimension citoyenne, d'engagement dans le mécénat, de mobilisation, etc. Moi, je susciterais des rencontres humaines pour changer un peu la réflexion des gens sur les gens, les uns sur les autres, qui, de manière assez croisée, transforme assez vite ce qui est inconnu en quelque chose qui est séparé par une barrière. Et donc, je pense que le plus grand sujet qu'on a à faire à court terme, c'est de réduire les barrières d'une société qui, en France, s'est pensée justement en dehors des logiques communautaristes et qui, quand elle n'y réfléchit pas, y arrive sans le faire exprès. Et donc, je trouve que la mobilisation de ceux qui sont engagés, c'est de recasser ces barrières pour faire communauté tous ensemble. Merci beaucoup et je pense qu'on peut clôturer ces panels sur cette belle phrase. Merci à mes intervenants. Merci à vous. C'est parfait. Merci Fatou. Merci beaucoup Fatou Ndiaye et merci à vos invités d'avoir tenté de distinguer la posture de l'imposture.